Françaises, Français, je souhaite commenter à chaud l'allocution d'Emmanuel Macron de ce soir 28 octobre 2020 par laquelle il a annoncé rien moins que le reconfinement de la société française pour cause de Covid-19. Même si l'on peut admettre qu'il s'est un peu amélioré sur la forme, le fond reste catastrophique. Son allocution est remplie de mensonges, de contre-vérités, d'injustices, de manque d'analyse concrète, de manque de comparaison. Et c'est ce que je souhaite maintenant détailler avec vous. En fait, Emmanuel Macron fait comme si toutes les solutions étaient mauvaises, sauf celles qu'il a retenues. Alors que toutes les solutions ont des avantages et des inconvénients. Mais il est probable que le confinement qu'il a retenu est la pire de toutes. En tout cas, c'est ma conviction et j'essaye de vous la faire partager. Contrairement à ce qu'il laisse entendre, le confinement ne soigne pas les gens. Il ne tue pas le virus. Il ralentit sa circulation. Et j'ai un certain nombre de questions centrales à poser à Emmanuel Macron, du moins des questions auxquelles il n'a pas répondu. La première chose que je voudrais dire, c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé de ce qui se passe en Suède, dans la mesure où il s'est prévalu d'affirmations selon lesquelles la France était le pays qui réussissait le mieux et qu'au niveau international, c'est tout juste si le monde entier ne béait pas d'admiration devant la gestion de la Covid-19 par Emmanuel Macron. Je donnerai un seul chiffre, un seul nombre. La France officiellement annonce en ce moment avoir 52 000 nouveaux cas de coronavirus par jour. C'est l'équivalent, c'est supérieur à ce qu'annoncent la Chine et l'Inde cumulés, qui, ces deux pays, représentent à eux deux 2 milliards 700 millions de personnes. Et M. Delfraissy, le président du conseil scientifique, a annoncé qu'on devrait monter à 100 000 nouveaux cas, c'est-à-dire l'équivalent de peut-être 70 pays du monde, représentant 3 milliards 500 millions de personnes. On ferait aussi bien ou aussi mal que ça avec 67 millions de personnes. Il y a donc un problème. Première question, il ne parle pas de la Suède. Je rappelle ici que la Suède a décidé de ne pas confiner sa population depuis le début et de ne lui imposer ni le port du masque ni le confinement. Même si au début de la pandémie, la Suède a connu une plus forte mortalité que la France. Maintenant, il n'y a pratiquement plus de morts en Suède, et ceci depuis le mois de juillet. Le nombre de morts par habitant en Suède au cours des 30 derniers jours s'est élevé à 0,2 morts par jour et par million d'habitants. De telle sorte que le haut niveau qu'ils avaient de décès par rapport à la France acquis en avril, mai, juin, eh bien, progressivement, comme ils ont très peu de morts en ce moment, quasiment pas, c'est la France qui est en train de rattraper le taux de mortalité suédois. Si l'on ramène le nombre d'habitants de la Suède, 10 300 000 habitants, à celui de la France, 67 millions d'habitants, la Suède aurait aujourd'hui 37 753 morts, alors que la France en annonce 35 541. Donc l'écart, si j'ose dire, entre les deux solutions, la solution française de confinement, couvre-feu, etc., et la solution suédoise où il n'y a eu ni confinement ni port de masque obligatoire, ce différentiel n'est plus que de 3 212 décès. Au rythme tragique des décès de la France actuellement, puisqu'on nous a annoncé 500 morts, cet écart sera visiblement comblé dans quelques jours et il va se creuser ensuite. Les médias bien pensants essaient d'expliquer ce phénomène en invoquant le fait que la densité de la Suède serait inférieure à la densité de la France. Mais c'est se moquer du monde. Par exemple, la densité d'habitants dans la ville de Mulhouse est inférieure, pas beaucoup mais un peu inférieure, à la densité d'habitants dans la ville de Stockholm. Pourtant, Mulhouse a été l'une des villes les plus touchées par la Covid-19 en mars-avril, et à Stockholm, il n'y a quasiment pas de morts. Pareil pour Toulouse, qui aura bientôt ses hôpitaux saturés et dont la densité d'habitation est 2 fois inférieure à celle d'Uppsala, qui est une autre grande ville de Suède. Deuxième question, pourquoi Macron ne parle-t-il pas non plus de ce qui se passe en Argentine ? La gestion de l'Argentine est aux antipodes de celle de la Suède. La Suède, pas de confinement, pas de port du masque. L'Argentine, confinement général de la population depuis 7 mois.
Si l'Argentine avait la même population que la France, elle aurait à ce jour, j'ai fait le calcul, l'équivalent de 44 765 morts à déplorer, c'est-à-dire 9 224 de plus que la France. Donc la mortalité de l'Argentine, qui procède à un confinement général depuis 7 mois, est supérieure au taux de mortalité de la France. Les médias nous expliquent, ils ont toujours une bonne raison, que ce serait à cause de l'indiscipline de la population confirmée. Là aussi, j'ai se moquer du monde. Quelle étude prouve que les Argentins seraient moins disciplinés que les Suédois qui ne sont pas confinés, ou que les Italiens qui font des émeutes contre le couvre-feu et qui ont des taux de mortalité inférieurs à ceux de l'Argentine? Pour les amateurs de densité de population, je signale d'ailleurs que la densité de population de l'Argentine, qui est de 16 habitants par kilomètre carré, est nettement plus faible que celle de la Suède, qui est de 21 habitants par kilomètre carré. Pour résumer, la comparaison des résultats de la France, de la Suède et de l'Argentine conduit à une conclusion qui est assez stupéfiante. Il semblerait que plus l'on confine et plus le nombre de la Covid-19 augmente. C'est vraiment contraire à l'intuition. On a du mal à le croire. Et je ne suis pas sûr que ce soit une règle scientifique. Mais c'est quand même un résultat qui devrait conduire les plus hautes autorités de l'État à y réfléchir à 2 fois avant de prendre des décisions aussi stratégiques. Alors le plus extraordinaire, c'est qu'il se trouve que ce constat, contre-intuitif, est pourtant exactement celui qu'avait fait le ministre de la Santé Olivier Véran lui-même le 9 mars 2020 sur BFM TV. Écoutez ce qu'il disait. Mais en réalité, vous savez, ce qui fait que la grippe s'arrête au printemps, c'est pas la chaleur, c'est qu'en fait, au printemps, qu'est-ce qui se passe? On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, on n'est plus confiné dans des lieux, on va dehors. Et donc, c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Alors c'est quand même extraordinaire. Cette citation a été faite avant le premier confinement, qui a été décidé le 17 mars, c'est-à-dire 8 jours après. Et ça confirme donc cette analyse empirique que je fais devant vous. Alors, il est vrai que le journal Le Monde a tenté ensuite, au mois d'avril, le 14 avril, d'essayer de justifier cette incohérence par un débunkage dans sa rubrique des décodeurs, qui reste un modèle de mensonge et de langue de bois. En gros, le journal Le Monde a expliqué à l'époque qu'Olivier Véran n'avait pas dit ce qu'il avait dit, qu'il ne parlait que des salles de spectacle. Pourtant, vous l'avez entendu, quand il mentionne d'ouvrir les fenêtres et les portes au printemps, il ne faisait pas référence à des concerts. Il faisait référence au fait qu'il devait connaître, sans doute comme médecin, que le confinement semble favoriser la circulation du virus. On peut le comprendre d'ailleurs. C'est qu'il suffit qu'une personne attrape le virus quand il sort, parce que le confinement n'est jamais total, et puis après il revient dans un endroit confiné où les gens laissent tomber les barrières, et puis ça redémarre dans ce qu'on appelle un cluster. Vous avez d'ailleurs vu au passage que Emmanuel Macron, ce soir, a bien insisté sur le fait qu'il fallait être très prudent, même en famille, même avec les enfants, porter le masque, donc même chez soi. Troisième question à laquelle Macron n'a pas répondu, donc il n'a pas évoqué, il ne parle pas de ce qui se passe en Afrique. Je voudrais citer l'Algérie, qui compte 44 millions d'habitants et qui n'a enregistré que 1931 morts. Si la France avait le même taux de mortalité que l'Algérie, notre pays n'aurait à déplorer que 2 940 morts au lieu de 35 541. Donc, j'insiste, nous avons 12 fois plus de morts par habitant qu'en Algérie. Alors cette fois-ci, l'explication toute trouvée de la sphère médiatique qui défend bec et ongle les choix décidés par Emmanuel Macron, quand je dis décidés, c'est pour ne pas dire imposés à Emmanuel Macron, eh bien la bonne explication cette fois-ci, c'est qu'il paraît qu'il n'y aurait que des jeunes en Afrique, que le Covid ne tue que des personnes âgées, et donc ça serait normal qu'en fait ils aient des taux de mortalité très très inférieurs. Je ne dis pas que tout est faux dans cette affirmation. Je veux bien admettre qu'il y a en partie du vrai. Il y a en effet beaucoup plus de jeunes en Afrique ou au Maghreb qu'en France. Mais il faut quand même pas exagérer. Il n'y a pas non plus que des jeunes. Il y a aussi des personnes âgées. En Algérie, il y a 4 fois moins de personnes de plus de 65 ans en Algérie qu'en France. Bon. Mais néanmoins, même en tenant compte de cette différence
de courbe de pyramide des âges, j'ai fait le calcul, la France compte 50% de taux de mortalité supérieur à l'Algérie, notamment si on tient compte des plus de 65 ans. Alors, pourquoi cette situation? Pourquoi l'Afrique? Ça serait quand même intéressant que les pouvoirs publics s'intéressent à l'Afrique aussi, de même qu'à la Suède ou qu'à la Biélorussie. La Biélorussie qui n'a procédé à aucun confinement et qui d'ailleurs a beaucoup moins de morts. Pourquoi l'Afrique? Peut-être parce que ces pays n'ont procédé à aucun confinement, auquel cas ça viendrait confirmer le constat que je faisais sur la Suède, sur la Biélorussie et ailleurs. Ou alors, c'est aussi une autre explication. Alors je sais que je vais me faire fusiller par les tenants de la pensée unique, mais peut-être que ce taux de mortalité faible ou très faible en Afrique a peut-être aussi quelques rapports avec le fait que des millions de personnes y prennent quotidiennement des antipaludéens comme l'hydroxychloroquine, et ceci depuis des années et des années. Ceci me permet de souligner la quatrième question à laquelle Macron n'a pas répondu. Pourquoi interdit-il en France l'usage prophylactique de l'hydroxychloroquine joint à l'azithromycine et au zinc? Le président de la République est le premier à savoir que son gouvernement a interdit l'usage de l'hydroxychloroquine en France, et cela suite à l'étude entièrement falsifiée parue dans le magazine britannique The Lancet. Cette étude a ensuite été démasquée comme ayant été un faux. Elle a été retirée de la publication et, chose rarissime, le magazine The Lancet a présenté ses excuses à son public planétaire. Pourtant, malgré cette supercherie mondiale, l'interdiction du médicament qui a été prise dans les jours suivants par M. Véran est toujours en vigueur dans notre pays. On marche sur la tête. Surtout que désormais, on en sait plus sur ce médicament. Le docteur Gérard Maudru a publié le 25 octobre, donc il y a 3 jours, un article franchement très intéressant, très détaillé, technique, mais très fouillé, dans le Quotidien du médecin, qui est le journal des médecins français. Et dans son article, il y a recensé toutes les études scientifiques réalisées à travers le monde sur l'hydroxychloroquine. Il en a conclu qu'au vu des 3 études françaises et des 118 études mondiales qu'il a examinées, il est indéniable que l'hydroxychloroquine a un effet sur la Covid-19, notamment à titre prophylactique, c'est-à-dire le plus tôt possible, peut-être même avant la contamination. Plus la prescription est précoce, plus elle est efficace. Elle peut atteindre 60-70% d'effets positifs. De manière surprenante, donc, il n'y aurait qu'en France que cela ne marcherait pas. Concernant les effets positifs, les plus mesurables et indiscutables sont, toujours d'après les études recensées par le docteur Maudru et publiées dans le Quotidien du médecin, eh bien les deux critères les plus impactés seraient l'hospitalisation, la durée d'hospitalisation et les décès qui seraient réduits l'un et l'autre d'environ 50% dans toutes les méta-analyses. Monsieur Maudru, le docteur Maudru, insiste bien sur le fait que l'hydroxychloroquine n'est pas le médicament miracle. Mais il montre que de façon écrasante, il y a quelques études négatives sur lesquelles d'ailleurs les médias se précipitent pour les mettre en avant, les mettre en lumière, mais il y a énormément plus d'études faites à travers le monde qui montrent que globalement, sans être un médicament miracle, l'hydroxychloroquine semble apporter 30, 40, 50%, 60% de mieux, à condition que ce soit traité très en amont. Et donc, le problème numéro 1 de la France serait en fait, outre le refus d'administrer l'hydroxychloroquine, l'accès à l'hospitalisation, puisqu'on a des durées d'hospitalisation 2 fois plus longues. Ce qui m'amène à aborder une 5e question à laquelle M. Macron n'a pas répondu. Moi, je m'adresse à lui. Pourquoi, M. Macron, n'avez-vous pas mis le paquet depuis le début de cette année pour construire des hôpitaux? Qu'est-ce qui s'est passé en mai, juin, juillet, août, septembre? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avez-vous laissé diminuer encore le nombre de lits et de postes dans certains hôpitaux? Et pourquoi avez-vous visiblement trouvé prioritaire de refaire la salle des fêtes de l'Élysée, votre bureau à l'Élysée avec des feuilles d'or, et maintenant de refaire la salle du Conseil des ministres?
Bien sûr, je sais que ces dépenses sont minimes à vos yeux et minimes par rapport au budget de l'État. C'est vrai. Je sais que certains vont dire c'est du populisme. Mais ce que je sais aussi, c'est que ça représente quand même 500 000 euros par-ci, par exemple pour acheter de la vaisselle, 930 000 euros par-là, pour mettre des feuilles d'or sur les murs de votre bureau. Monsieur Macron, comment pouvez-vous ne pas comprendre que ces dépenses, compte tenu de la situation cataclysmique que traverse la France, ces quelques millions d'euros dépensés pour des choses tout à fait accessoires, pour ne pas dire frivoles, sont inacceptables pour la population, qu'elles prennent des allures de gifles, que ce sont des symboles de votre égoïsme foncier, de votre incapacité à comprendre la situation, de votre mépris insondable pour les Français et pour les plus pauvres d'entre eux. Comment pouvez-vous ne pas comprendre dans votre tête que vous ressemblez à Louis XVI et Marie-Antoinette quand vous prenez ce genre de décision? Et puis ma 6e question, à laquelle vous n'avez pas répondu non plus dans votre intervention de ce soir. Pourquoi n'expliquez-vous pas aux Français le montant inimaginable d'endettement public supplémentaire auquel vous êtes en train de condamner non seulement les Français vivants, mais leurs enfants à venir et leurs petits-enfants à venir? Et tout ceci sur la base de ces pseudo-décisions, de ces décisions pseudo-scientifiques que de plus en plus de médecins rejettent. Il y en a assez de parler toujours du professeur Raoult ou du professeur Perron. Il y a des centaines de médecins à travers la France maintenant qui protestent contre l'interdiction de pouvoir prescrire de l'hydroxychloroquine, qui protestent contre l'obligation d'un port du masque en papier qui ne sert strictement à rien, qui protestent contre le fait qu'on n'a pas assez de lits, qui protestent contre le fait que vous n'avez pas pris les mesures nécessaires quand il le fallait, notamment sur les tests. Faut-il vous rappeler que plus d'1 million de Français ont sombré dans la précarité et dans la grande pauvreté suite à votre décision de procéder au premier confinement? Faut-il vous rappeler, monsieur Macron, que le prétendu plan de relance de l'Union européenne dont vous vous êtes gargarisé comme si c'était un grand succès est en fait un désastre supplémentaire qui va endetter nos enfants de 100 milliards d'euros pour que la France n'en bénéficie que de 40 milliards et à un taux moins bon que si la France avait emprunté seule? Faut-il davantage encore vous rappeler que la dette française, que vous jugiez beaucoup trop élevée avant votre élection, avait mis une dizaine d'années à grimper de 15% du PIB et que nous venons pas même un an de nous endetter de nouveau de 15% du PIB. Monsieur Macron, vos décisions, il faut que tous les Français le comprennent et vous n'avez pas annoncé le moindre chiffre de cette nature. Avec vos décisions, avec la décision de fermer autoritairement les commerces, les artisans, de mettre tout le monde dans une espèce de chômage forcé et par ailleurs de vous donner une espèce de bourre en disant on va vous indemniser. Mais qui va indemniser? On va faire des déficits publics énormes et on va augmenter la dette de l'ordre, depuis le début de cette pandémie, de 400 milliards d'euros. Monsieur Macron, vous savez que la crise grecque a commencé quand la Grèce a atteint environ 150% du PIB. Avec vos décisions, vous mettez de force les Français à la maison, alors que bien d'autres pays n'ont pas du tout pris cette décision et ils s'en portent mieux en plus de ça, comme la Suède du point de vue de la pandémie. Avec vos décisions, nous allons bientôt atteindre 120% du PIB, et puis peut-être 130, 140. On se rapproche terriblement du cas grec. Ça ne sera pas le cas de la Suède, ni de la Biélorussie, ni de l'Afrique, qui n'ont pas fait de confinement. Alors on peut se poser la question, je l'ai déjà évoqué dans une vidéo antérieure, est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que votre objectif, c'est de boucler les Français chez eux pour ruiner la France? Parce qu'ensuite vous vous dites mais il est normal d'emprunter, et jusqu'à ce que nous soyons collectivement tellement endettés que nous soyons forcés de vendre à très bas prix, de brader tout notre patrimoine national à vos amis banquiers. Ça tombe bien d'ailleurs pour eux, puisqu'il y a un excès monumental de liquidité au niveau mondial et les banquiers ne savent plus à qui prêter. C'est peut-être bien ça que vous cherchez, monsieur Macron. D'ailleurs, j'aimerais dire au passage
que quand je vois des responsables politiques, des Républicains par exemple, dire qu'il faut s'allier à M. Macron le plus tôt possible, quand je vois que M. Fillon avait appelé à voter pour M. Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle, alors qu'il a fait sa campagne depuis des années sur le fait que la France était en faillite parce qu'on avait 85 ou 90% du PIB de dette publique, maintenant on fonce vers les 120. M. Fillon, vous trouvez ça bien ? Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Bon, ça ne peut pas durer. 7e question. Monsieur Macron, vous n'en avez pas parlé, mais il faut présenter aux Français l'ampleur des dégâts collatéraux de vos décisions. Vous avez évoqué le fait qu'il fallait y faire attention. Chaque année, les hôpitaux sont débordés lors des épidémies de grippe. C'est pas nouveau. Il y avait eu, je crois, quelque chose comme 21 000 morts en 2017. 20 heures d'attente. Cette femme de 99 ans est restée dans le couloir des urgences durant 20 heures, attendant son transfert dans le service gériatrique. Son cas n'est hélas pas isolé. Depuis le début de l'hiver, les urgences sont saturées. La pénurie de lits, un classique que l'hôpital de Haute-Pierre doit gérer chaque hiver. Mais cette fin d'année est particulièrement difficile. Il y a toutes les pathologies dues au froid, bien sûr, et surtout l'épidémie de grippe qui est arrivée plus tôt que prévu. Voilà un mois que l'épidémie de grippe a démarré. Selon SOS Médecins, elle aurait déjà affecté 1 million de personnes. Une épidémie précoce et un virus apparemment très contagieux. Une épidémie de grippe intense qui entraîne des services d'urgence surchargés, aux limites de leur capacité, selon la ministre Marisol Touraine. Autre grand titre de ce samedi, cette situation inquiétante dans les services d'urgence. Une centaine d'établissements viennent de déclencher ce qu'on appelle le plan hôpital en tension. En termes simples, cela signifie qu'il n'y a plus assez de lits. Les patients sont parfois soignés à même les brancards dans les couloirs. Une situation de crise qui devient permanente. Et vous allez l'entendre, les personnels sont à bout de souffle. Le plan grippe a été déclenché, des lits supplémentaires ont été affectés aux urgences, mais en plein pic épidémique, l'hôpital redoute l'afflux de malades. Ces patients vont s'ajouter aux autres patients qui se présentent habituellement aux urgences et avec un encombrement des lits d'hospitalisation. Là, on est dans une situation où l'hôpital n'a plus aucun lit d'hospitalisation. La grippe touche désormais tout le pays et a déjà fait 1800 morts. C'est moins que l'année dernière à la même époque, mais comme on le voit sur ce graphique, l'épidémie cette année est plus virulente et surtout plus tardive. Les chiffres devraient donc encore évoluer, sachant que le virus est responsable tous les ans de plus de 10 000 décès. Chaque année aussi, suite aux demandes de la Commission européenne, la France est condamnée à toujours plus d'austérité et de coupes budgétaires. On tape sur le SMIC, les retraites, les services publics, l'école, l'armée, les forces de l'ordre, l'agriculture, les infrastructures, la recherche, etc., etc. On ne peut quasiment plus investir nulle part parce que prétendument il faut tout consacrer à sauver l'euro, qui par ailleurs, je renvoie les auditeurs à toutes mes analyses, finira par exploser un jour ou l'autre. D'ailleurs, la Banque centrale européenne est de nouveau très inquiète. En 2017, la surmortalité de l'épidémie de grippe, je le disais à l'instant, a donc été de 21 000 décès. Et chaque année, l'épidémie de grippe fait au moins 10 000 morts. Donc ce à quoi on assiste en ce moment, pour le moment, ça n'est pas pire qu'une épidémie de grippe classique. Vous nous avez sorti ce soir, sorti d'un chapeau, une prédiction de 400 000 morts. Est-ce qu'on peut savoir comment a été calculé ce nombre ? Et puis quand même, vous n'avez aucune pudeur. Quand vous avez un monsieur Delfrécy qui est à la tête du conseil scientifique, qui vous donne, paraît-il, des conseils formidables depuis le mois d'avril, et que maintenant, la bouche en cœur, vous nous dites que si on referme pas tout, on va avoir 400 000 morts en plus, mais c'est incroyable. Enfin, dans ces conditions, la première chose que vous devriez faire, c'est de virer M. Delfrécy pour incompétence. Il a d'ailleurs 72 ans. Il a mérité une retraite bien méritée. Il faudrait d'ailleurs aussi, pour la même occasion, nettoyer les écuries d'Augias et enlever de ce conseil supérieur que vous avez établi tous les médecins qui ont des conflits d'intérêts majeurs avec des grands laboratoires pharmaceutiques qui les payent par derrière. En tout cas, et dans un tel contexte, que signifie votre décision de ce soir ? Ça veut dire que vous allez confiner tous les hivers la France ?
S'il y a 10 000 morts, on confine. Ça veut dire que la France, avec vous, va entrer en hibernation tous les ans. Et que tous les ans, pendant plusieurs mois, on va s'achever de détruire ce qui reste de l'économie française. Je signale au passage que ce Covid-19 a quand même bien des avantages à vos yeux et ces confinements. Puisque si j'en crois la rumeur qui circule, il semblerait que vous allez invoquer la crise du Covid-19, le reconfinement et patati patata, pour reporter aux calendes les élections départementales et les élections régionales qui devaient avoir lieu en mars 2021. Mais au train où ça va, qu'est-ce qui nous assure que vous n'allez pas nous sortir d'un chapeau à l'été 2021, que, ma foi, cette fois-ci, on attend 5 millions de morts si ça continue comme ça, et donc il faut nécessairement reporter les élections présidentielles et législatives? Est-ce que ça ne serait pas par hasard une dictature que vous êtes en train de nous installer sous couvert de nous sauver? Vous savez, monsieur Macron, vous avez beau dire qu'il faut l'unité nationale derrière vous, mais vous savez que énormément de Français ne vous croient plus sur cette question. Énormément de Français sont très inquiets de la situation, puisque vous avez tellement dit le tout et son contraire. Vous avez tellement menti. Vous êtes complètement disqualifié aux yeux du peuple français. Alors je terminerai en disant ce qu'il faudrait faire. Moi, si j'avais été élu en 2017, ce qui n'était pas possible puisque les Français ne me connaissaient pas. Je rappelle que j'ai eu 0,9% du temps de parole pendant que tous les grands médias des oligarques et les banques donnaient 20%, 24% du temps de parole à M. Macron pour qu'il y soit encensé toute la journée. Donc si nous avions été en démocratie, pour dire les choses, si nous n'avions pas été dans une dictature qui prend des allures de démocratie mais qui verrouille les élections, si j'avais été élu, les décisions que j'aurais prises auraient été très claires. 1. Je me serais interdit de nommer au conseil scientifique tout médecin ayant des conflits d'intérêts avec des laboratoires pharmaceutiques. Je l'ai déjà dit. 2. J'aurais autorisé le traitement à l'hydroxychloroquine jumelé à l'azithromycine et éventuellement à du zinc en adjuvant, en laissant la liberté de prescription médicale aux médecins, dont je rappelle qu'ils ont prononcé le serment d'Hippocrate au moment de l'obtention de leur thèse de docteur en médecine. Ils ont donc une responsabilité morale et éthique de sauver, quoi qu'il puisse y avoir, de tout faire pour sauver quelqu'un qui leur confie sa vie. Monsieur Macron, monsieur Castex, vous n'avez jamais prêté le serment d'Hippocrate, je ne vous le reproche pas, mais vous devriez tenir compte de l'émotion de très nombreux médecins à travers la France qui veulent pouvoir prescrire ce qui leur semble bon. 3e décision, j'aurais investi dans les hôpitaux, et ceci pas maintenant, dès 2017, conformément à mon programme présidentiel. Je rappelle d'ailleurs à ce propos que la Chine a construit un hôpital en 10 jours, que l'Angleterre a transformé un parc des expositions en un hôpital de 4000 lits en une quinzaine de jours. Je rappelle ici que Macron, lui, n'a fait qu'installer 30 lits sur un parking à Mulhouse, dans une espèce de tente de secours disposée par l'armée. Et puis qu'ensuite, et en même temps, il a fermé des lits et des postes de médecins. Je rappelle que les personnes qui sont infectées maintenant sont, pour une grande partie d'entre elles, celles qui n'ont pas été infectées lors de la première vague. On le voit très bien avec l'exemple de Mulhouse, justement, dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, tout porte à croire que le gouvernement a préféré décaler la fin de l'épidémie à cause de la saturation des hôpitaux et donc de détruire l'économie du pays plutôt que d'investir dans les hôpitaux. J'ose le dire, monsieur Macron, j'estime que vos décisions sont à la fois absurdes et criminelles. 4e décision que j'aurais prise, j'aurais mis le paquet pour que l'on recherche d'où vient le coronavirus. Le professeur Descroly, qui est directeur de recherche au CNRS, dans la dernière livraison du journal du CNRS, qui a eu lieu hier même, le 27 octobre 2020, c'est un très grand scientifique, il a précisé que le virus responsable, qu'on appelle le SARS-CoV-2, ne vient pas de l'homme. Il n'y a pas de souche humaine.
Et il a précisé qu'on ne connaît toujours pas l'animal intermédiaire qu'aurait fait l'intermédiaire entre les chauves-souris, d'où viennent la quasi-totalité des virus, et l'homme. Ce grand scientifique a également souligné qu'on ne peut pas exclure, à ce jour, que ce virus ait été fabriqué sciemment par des hommes dans un laboratoire P4. Il a dit que cette thèse, même si certains la traitent de complotiste, elle n'est pas sûre, mais elle ne peut pas être écartée actuellement par la communauté scientifique, tellement ce virus présente des caractéristiques moléculaires étranges. Eh bien moi, j'aurais mis le paquet donc pour trouver l'origine de ce virus, parce que, nous le dit ce professeur, il est essentiel de bien connaître comment est apparu ce virus, par quel animal il a transité pour fabriquer un vaccin efficace. Ce soir, M. Macron nous a fait miroiter un vaccin qui maintenant serait à l'été 2021. Ça fait d'ailleurs 1 an et demi déjà de pandémie et de confinement. Mais même si c'était vrai, il est loin d'être acquis. Il sera disponible à l'été 2021. Il est loin d'être établi que son efficacité sera formidable. Elle risque en fait de ne pas être supérieure à celle des vaccins antigrippaux, c'est-à-dire très faible, puisque vous savez que chaque année, le virus de la grippe fait des mutations. 5e décision que je prendrais si je devais maintenant être à la tête de la République. Je mènerais une politique déterminée pour lutter contre les effets collatéraux majeurs de vos décisions. Car contrairement au nombre effarant de 400 000 morts sortis d'un chapeau et dont on ne sait qui l'a inventé, il apparaît au contraire de plus en plus qu'il y a plus de risques à reconfiner qu'à ne rien faire. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens, notamment des personnes âgées, qui craignent d'aller à l'hôpital pour y attraper le coronavirus, eh bien elles décident de s'abstenir, de surseoir à leur visite. Le résultat, c'est que des personnes âgées, mais pas que des personnes âgées, ne sont plus dépistées pour des maladies graves, des cancers, des maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et j'en passe. Elles ne sont plus suivies ou elles ne sont même plus diagnostiquées ou elles le sont beaucoup trop tard. On a des cas d'ORL qui ont observé un peu partout en France un déclin vertigineux des personnes âgées dans les EHPAD à force d'être isolées socialement. Vous le savez d'ailleurs vous-même puisque dans votre reconfinement, vous avez anticipé qu'on pourrait aller voir ces personnes âgées. Donc vous savez très bien la gravité de ça. Mais si vous autorisez le public à aller voir des personnes âgées dans les EHPAD, même en mettant un fameux masque en papier qui ne sert à peu près à rien, vous savez aussi que votre histoire de confinement ne tient pas debout. C'est complètement contradictoire. On sait aussi que des enfants en crèche n'arrivent plus à apprendre, à parler et à faire le lien entre la parole, l'émotion et l'articulation à cause des masques de leurs enseignants et des masques éventuellement qu'on peut leur poser dessus. Pour un enfant de 3 ans, 9 mois, 10 mois, 1 an de confinement, c'est un tiers de leur vie. Vous le savez d'ailleurs, puisque vous avez décidé que le reconfinement ne concernerait pas les écoles. D'accord. Mais on sait aussi que les écoles sont justement là où il y a des clusters. Alors c'est aussi incohérent. De même qu'il est incohérent, d'ailleurs je n'ai pas bien compris, je suis comme beaucoup de Français, je n'ai pas bien compris ce qui serait autorisé et ce qui ne le serait pas. Si j'ai bien compris, vous devriez vous inciter plutôt à du télétravail dans les entreprises. D'accord ? Mais vous n'interdisez pas non plus que les gens aillent à leur travail. Bon, il y a beaucoup d'entreprises qui ne peuvent pas, par nature, travailler par du télétravail. Les coiffeurs, les hôtesses de caisse, elles sont bien obligées d'aller sur place, hein, voilà, pour travailler. Les agents de la RATP aussi. Et donc il y a énormément de gens qui ne peuvent pas faire du télétravail. Le résultat donc, c'est qu'on va avoir encore une fois dans les grandes villes, et notamment à Paris, mais pas seulement à Paris, des lignes de métro qui sont bondées. C'est encore une fois complètement contradictoire. Le nombre de morts induits par le confinement est très probablement largement supérieur au nombre de personnes sauvées. 6e décision. Je n'aurais pas décidé de prononcer un nouveau reconfinement. Et si vraiment il devait y avoir un problème, parce que je ne connais pas forcément toutes les données du dossier, j'aurais demandé leur avis aux Français par référendum, comme je l'ai déjà dit, en veillant à ce que toutes les opinions soient représentées. Pas seulement l'opinion archi connue
de Madame Karine Lacombe, qui touche 222 000 euros du laboratoire Gilead des États-Unis. Voilà. Les Français, ça leur sort par les yeux, Madame Karine Lacombe. Voilà. Les Français veulent avoir des débats contradictoires avec des gens qui tiennent des positions différentes. Et que ce soit des médecins que l'on n'a jamais vus s'exprimer, mais qui, par exemple, le docteur Maudru, dont je parlais tout à l'heure, qui a fait vraiment une étude très pointue des effets de l'hydroxychloroquine à partir de l'agrégation de plusieurs dizaines d'études à travers le monde. Ce sont les Français qui ont la souveraineté nationale. Ce sont les Français qui sont souverains. Vous et votre gouvernement, monsieur Macron, vous avez fait beaucoup trop d'erreurs. Vous vous êtes trompé sur tout. Vous avez un bilan qui est calamiteux. Alors on a beau jeu de se gausser de Donald Trump, mais le bilan français n'est pas très loin derrière. Hein. Vous avez fait beaucoup trop d'erreurs. Vous avez beaucoup trop menti. Vous n'êtes pas médecin. Vous n'avez donc pas de légitimité particulière pour décider tout seul du sort de la France et de ce drame national qui vous dépasse complètement. Et vous êtes d'ailleurs suspect, vous aussi, d'avoir des intérêts contradictoires parce qu'il n'est pas normal, j'y reviens, que vous ayez laissé au sein du Conseil scientifique des médecins qui ont d'évidents conflits d'intérêts. En d'autres termes, et j'en terminerai ici, il est grand temps d'avoir une vraie opposition à Macron. Je m'adresse ici à tous les Français. N'attendez pas que les médias vous désignent les candidats qu'ils auront présélectionnés pour la présidentielle. Les grands médias, comme les grandes banques, musellent l'information. Ils n'œuvrent pas pour le bien commun. Ils n'œuvrent que pour l'intérêt de leurs actionnaires, y compris les grands laboratoires pharmaceutiques. Eh bien moi, je vous propose que tous ensemble, nous œuvrions pour le bien commun. Et je pourrais œuvrer personnellement pour le bien commun parce que je n'ai aucun conflit d'intérêts, ni avec les médias, ni avec les banques. L'UPR n'a aucune dette, et vous imaginez bien que je n'ai aucun intérêt non plus avec les médias. Françaises, Français, il est grand temps de changer la politique pour de bon. Je suis très inquiet maintenant pour la suite des événements. Je crains que subrepticement, on nous impose une politique menant à la fin de nos libertés publiques. Il faut se ressaisir, c'est maintenant ou jamais. Vive la République et vive la France.